Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 1er mars, le Parisien a fait le portrait d'une Parisienne devenue accro aux corneilles de la capitale. Corneilles qu'on prend souvent pour des corbeaux. Marilyn Taipamar a 44 ans, elle fait partie des passionnés qui observent ces oiseaux, prennent en photo ceux dont les pattes sont baguées et transmettent les informations au Muséum d'histoire naturelle en charge d'une étude à leur sujet. Suite à une rencontre avec des éditeurs, Marilyn Taipamar est devenue en février un personnage de bande dessinée, BD intitulée « La femme corneille ». Elle a accepté de raconter son histoire à Ambre Rosala pour Code Source. Ah, il y en a une là-haut. Vous voyez, c'est une corneille costaude. Elle est bien. Je rencontre Marilyn Taipamar au Jardin des Plantes dans le 5e arrondissement de Paris où elle vient tous les lundis. C'est vrai qu'il y a une partie des habitués que je connais bien en fait. Elle ne travaille pas ce jour-là, elle consacre une bonne partie de sa journée à observer les corneilles du parc. Alors après, il vaut mieux passer à des moments où elles sont moins occupées parce qu'en ce moment, elles sont très accaparées parce que c'est vraiment le pic de leur activité, le déjeuner. Mais sinon, oui, ça arrive souvent qu'elles viennent me voir assez spontanément, on va dire, sans que j'ai besoin de donner des cacahuètes. Marilyn a 44 ans. Elle habite tout près d'ici, à 10 minutes à pied du Jardin des Plantes, avec son mari. Elle m'emmène chez elle, nous nous installons à la table du salon et elle commence à me raconter son histoire. Marilyn est née à Beauvais, dans l'Oise, à environ 60 km au nord de Paris. Elle grandit dans ce département, avec son frère, sa sœur et leurs parents, qui sont tous les deux enseignants. Son père, d'origine vietnamienne, et sa mère, qui vient de Paris, se sont installés à la campagne quelques années avant la naissance de Marilyn. J'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Oudeuil. Quand je dis petit village, il y avait, je crois, 220 habitants au maximum quand j'y habitais, donc il y avait plus de vaches que d'habitants. Donc c'était vraiment en pleine campagne, mais mes parents étaient ce qu'on appelle maintenant des néo-ruraux. Et donc ils se sont installés tous les deux à la campagne alors qu'ils connaissaient pas très bien. Donc j'ai grandi en n'étant pas spécialement au fait des choses de la campagne. Enfin, je connaissais pas bien ni les oiseaux, ni les plantes, que ce soit sauvages ou agricoles. En dehors de jouer au foot dans le pré à vaches, au milieu des vaches à côté de chez nous, j'avais pas de contact particulier avec la nature en fait. En maternelle, Marilyn a un caractère plutôt affirmé. Mais en arrivant à l'école primaire, elle se renferme sur elle-même. J'ai été changée d'école et je suis devenue assez timide, renfermée. J'avais pas beaucoup d'amis. En fait, j'en avais même pas du tout dans ma nouvelle école. C'était pas un harcèlement scolaire très violent en fait. C'est plutôt que j'étais mise à l'écart et que j'avais pas vraiment d'amis. Et donc j'ai passé plutôt mon enfance à lire de manière assez renfermée en fait. En plus de la lecture, quand elle est à l'école primaire, Marilyn commence à s'intéresser aux jeux vidéo. J'étais intéressée par les jeux vidéo qu'avaient mes petits camarades dans la cour de primaire. Il y avait un seul jeu en fait, c'était une espèce de petite console en fait articulée. Il y avait Donkey Kong par exemple ou ce genre de choses. Ça m'avait fascinée, mais moi-même j'en avais pas. Et je me souviens qu'à un moment ma grand-mère en fait nous avait demandé ce qu'on voulait pour Noël. Et j'avais incité ma petite sœur à répondre à un jeu vidéo en pensant que ce serait ce genre de jeu vidéo qui nous serait offert, vraiment le petit jeu qui se joue à un seul. Et en fait, ma grand-mère, à ma grande surprise, a offert à ma sœur une Game Boy. C'était livré avec Tetris. Et donc on a énormément joué à Tetris. Avec mon argent de poche, en fait, j'ai fini par acheter une console d'occasion. Avec Tetris également. Et donc on pouvait relier les deux Game Boy et jouer à deux avec ma petite sœur, et ça c'était horrible en fait. C'est vraiment... faut vraiment jouer avec quelqu'un qu'on aime bien parce qu'on a des envies de meurtre au cours de la partie. Marilyn est très bonne à l'école et saute plusieurs classes. Elle obtient son bac à 16 ans avec 2 ans d'avance et elle s'installe à Paris pour suivre une classe préparatoire littéraire. 2 ans plus tard, elle réussit le concours de l'école normale supérieure et comme elle a moins de travail qu'en classe préparatoire, elle passe beaucoup de ses journées à jouer à la console. Puis elle rencontre son mari et progressivement, à la fin de ses études, elle arrête les jeux vidéo. Une fois diplômée de l'ENS, qui est une école très prestigieuse, elle se rend compte qu'elle ne connaît pas vraiment le monde du travail et qu'elle ne sait pas quoi faire comme métier. Cette méconnaissance du monde de l'entreprise, ça se ressentait pas mal en fait dans mes entretiens. Et donc j'ai un peu galéré quand même à trouver un travail. Et après j'ai trouvé du travail, donc qui est la société qui m'emploie toujours maintenant. C'est un métier que mon entreprise a plus ou moins inventé, donc il n'y a pas vraiment de titre professionnel reconnu par tout le monde. On dit scribe ou rédacteur, ou en fait ça consiste à se rendre dans des grandes entreprises
ou des administrations pour assister à des réunions et après rédiger un compte-rendu. Et dans la journée, quand j'ai fini mon travail, en gros, je peux en profiter pour faire un peu ce que je veux. J'ai pris le coup de main relativement vite, donc ça me permettait plutôt de bien gagner ma vie à l'époque. Et ça me laissait du temps libre, donc c'était assez chouette en fait. En juillet 2016, le jeu Pokémon Go sort en France. C'est un jeu qui se joue sur téléphone et dans lequel il faut se déplacer dans la vraie vie pour capturer des Pokémon grâce à la réalité augmentée. Marie-Lane en entend parler et elle télécharge l'application sur son téléphone. C'est un jeu auquel j'ai bien accroché, puisque c'est un jeu dans lequel il faut être largement dehors. Bon, il y a un aspect un peu compulsif lié à la collection des Pokémon. Avec mon métier, j'ai l'occasion d'aller dans plein d'endroits différents dans Paris. Et entre le moment où je sors du métro et je vais chez mon client, en fait, j'y joue. Quand j'attends aux arrêts de bus, j'y joue également. J'ai joué de manière très intensive, en fait, pour atteindre le niveau 40, qui était le niveau mythique de l'époque, puisque c'était le niveau le plus élevé. Et après, j'ai rejoint un groupe de joueurs, en fait, dans un groupe Facebook consacré aux joueurs de Pokémon Go du 5e arrondissement. Alors c'était très rigolo parce qu'à l'époque, il y avait énormément d'étudiants et d'enseignants-chercheurs. C'était un groupe Facebook surdiplômé en quelque sorte. Tout le monde avait une thèse sauf moi, j'avais l'impression. On se rassemble avec des gens qui à l'origine étaient des inconnus complets. Après, certaines de ces personnes sont devenues des amis. Marie-Lane et les autres membres de ce groupe de joueurs se rassemblent régulièrement pour participer à ce qu'on appelle des raids dans le jeu. Pendant ces séances de jeu, elle rencontre Frédéric Giguet. Il est professeur au Muséum national d'histoire naturelle et il est en charge d'un programme de recherche sur les corneilles à Paris. Régulièrement, il capture ces oiseaux et il leur pose une bague avec un numéro pour les reconnaître. Le 1er décembre 2017, Marie-Lane retrouve Frédéric Giguet et d'autres joueurs de Pokémon Go pour faire un raid devant l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Donc on a terminé ce raid. Frédéric a dit « Bon, c'est pas tout ça, mais moi j'ai des corneilles à baguer ». Ça a piqué ma curiosité. Et je lui ai dit « Mais est-ce que je peux t'accompagner ?» Il est allé chercher son matériel de bagage. Et après, on est allé dans le jardin des plantes, dans une partie qui est interdite au public, en fait, qui s'appelle le jardin écologique. Et on s'est installé devant la cage où les corneilles sont capturées. Frédéric est allé chercher les corneilles au fur et à mesure. Et tout à la fin, la dernière corneille, il me l'a mise dans les mains en disant « Tiens, tu peux la relâcher ». Et là, ça m'a super impressionné parce que je tenais cet oiseau dans les mains, donc on la tient avec les ailes repliées contre elle. On voit, ça m'a frappé le cœur qui bat extrêmement fort de l'oiseau, qui est quand même relativement stressé par l'expérience. Il m'a dit, tu relâches les mains et tu donnes une sorte de petite impulsion vers le haut, mais l'oiseau s'envole tout seul, quoi. Bon, effectivement, heureusement que l'oiseau s'est envolé tout seul, parce que sinon je l'envoyais dans une branche d'arbre, tellement j'étais sous le coup de l'émotion, en fait. C'était vraiment une expérience qui m'a marquée, enfin je me souviens très bien, en tout cas. Le soir même, Marie-Lane fait des recherches sur Internet. Elle découvre alors que Frédéric Giguet mène une large étude qui s'appelle Corneille Paris. Comme ces oiseaux causent souvent des nuisances dans la capitale, en mangeant dans les poubelles ou en attaquant parfois les passants, cette étude a pour but de mieux les comprendre et de mieux vivre avec eux. Frédéric Giguet demande alors aux gens qui croisent des corneilles avec une bague à la patte de les prendre en photo, de noter leur numéro de bague et leur emplacement, et d'envoyer toutes ces informations par mail pour aider à étudier les différents comportements des corneilles. Et je me suis dit, mais ça a l'air chouette. Et dès le lendemain, effectivement, je suis revenue avec mon appareil photo, parce que je faisais déjà de la photo à l'époque, pour prendre en photo les corneilles vraiment du jardin des plantes, quoi. C'est là que je me suis aperçue qu'il y en avait énormément, et je me suis dit, mais c'est fou, je les avais jamais vus avant, parce que j'avais jamais regardé, en fait. Et c'est vrai que je cherchais pas mal les numéros qui étaient symboliques pour moi. Ça m'a fait très plaisir de voir la 042. 42, c'est la réponse au sens de la vie et de l'univers dans le guide du retard galactique de Douglas Adams, en fait, qui est un des livres de référence des gens un peu geeks. Et après, quand le site web corneilleparis.fr a été mis en place, ça permettait de voir en fait les différentes observations des corneilles, de voir quand elles n'avaient pas été revues depuis un certain temps, etc. Et là, je me suis mis à chercher les corneilles rares en quelque sorte. Donc vraiment à essayer d'aller dans des endroits où il y avait moins de corneilles. Et je me suis dit, ça y est, maintenant je vais aller chasser les corneilles exactement de la même manière qu'on chasse les Pokémon rares, quoi. Marie-Lane fournit de nombreuses photos de corneilles baguées au site Corneille Paris. Pour élargir sa collection de photos, elle se met à nourrir les oiseaux de quelques cacahuètes pour les observer de plus près et mieux voir leur numéro de bague. Je jetais quelques cacahuètes pour faire descendre les corneilles des arbres, donc je prenais des photos des bagues. Et puis je me suis aperçue qu'il y avait un couple de corneilles qui venait fréquemment quémander auprès des gens qui pique-niquent au jardin des plantes. Je les vois souvent,
Et je me suis dit, je pourrais leur donner un petit peu de cacahuètes pour faire ami-ami. Et très vite, en fait, ces corneilles m'ont appris à me reconnaître. Quand j'arrivais, je voyais ces corneilles venir de loin, en fait, à ma rencontre, se poser sur une grille très près de moi. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très gratifiant, en fait, effectivement, de voir des animaux sauvages qui vous reconnaissent, qui viennent vous voir. Alors, complètement motivés par la nourriture, on est d'accord, mais c'est assez impressionnant comme expérience. Et je me suis aperçu rapidement que ces corneilles me reconnaissaient, quels que soient les vêtements. Donc, je les ai appelés Alice et Bob, qui est le nom classique donné en cryptographie à deux personnes qui veulent échanger entre elles de manière sûre. Je me suis intéressée au mode de vie des corneilles quand j'ai commencé à m'intéresser donc au couple Alice et Bob. Naturellement, au cours de l'année, ils ont eu un petit. Alice et Bob ont pu me présenter leur petit quand il était suffisamment grand. C'est la première corneille qui m'est mangée dans la main. Et je l'ai appelé Tanguy parce que contrairement à ce que je lisais dans les livres, en fait, il n'a pas quitté ses parents dès son premier automne. Il est resté avec eux pendant l'hiver. Et en fait, il est resté avec eux jusqu'à la reproduction suivante. Et donc c'est pour ça que je l'ai appelé Tanguy. Marilyn se prend d'affection pour ce couple de corneilles et elle se met à raconter tout ce qu'elle voit sur son compte Twitter. En les observant de plus près, elle remarque qu'au Jardin des Plantes, il y a d'autres corneilles qui fonctionnent en couple comme Alice et Bob. Et elle comprend que chaque couple détient son propre territoire, bien délimité au sein du parc. J'ai compris effectivement qu'il y avait à la fois des jeunes corneilles qui traînent en groupe et qui n'ont pas de territoire au sein du Jardin des Plantes, qui sont le gros des corneilles qu'on voit là-bas, et qu'il y a aussi des corneilles territoriales qui vivent là toute l'année, qui défendent leur territoire, qui ont des petits sur leur territoire et qui se nourrissent exclusivement sur leur territoire. Mais toutes n'y arrivent pas, d'une part parce que les propriétaires de territoire, en fait, sur lequel le territoire en question serait pris, en fait, sont pas d'accord, évidemment, parce qu'il tient à maintenir leurs frontières. Et donc, elles laissent pas des couples s'approprier une partie de leur territoire à elles. C'est vraiment ce qu'une amie appelait Game of Crows, donc la guerre des corneilles. Évidemment, elle a trouvé ça au moment où Game of Thrones passait à la télé. Mais c'est vraiment une géopolitique très intéressante. Marilyn rencontre Diane et Thomas, deux étudiants en biologie qui suivent son compte Twitter dédié aux corneilles. Et comme ils habitent près du Jardin des Plantes, ils se mettent eux aussi à observer les oiseaux. Ils ont repéré un gros mâle qu'ils ont appelé Dwayne, comme Dwayne Johnson, le lutteur américain, qui tentait de se mettre en couple. Et déjà à l'époque, c'était pas très clair, parce que quand on rapprochait nos notes entre nous, par exemple, Diane pouvait dire « Ah, mais moi je l'ai vu aujourd'hui avec telle corneille ». Moi j'étais là « Mais stop, je l'ai vu avec telle autre corneille, est-ce bien normal tout ça ?» Et donc effectivement, Dwayne est pris dans une sorte de triangle amoureux, avec deux corneilles femelles, qui visiblement essayent de mettre le grappin dessus. Dwayne lui-même, qui, une brave corneille, mais qui n'a pas complètement l'air d'avoir inventé le fil à couper le beurre quand même, il a l'air de se laisser largement faire, il papouille un peu les deux, et il n'a pas l'air d'être très décidé ni pour l'une ni pour l'autre. C'est devenu le soap opéra du Jardin des Plantes. Il y a des rebondissements dans la guerre des territoires qui sont très dignes d'un soap opéra, et effectivement le trouble de Dwayne, ça nous occupe beaucoup. Marilyn continue d'aller au moins une fois par semaine au Jardin des Plantes, et au fil du temps, elle s'est attachée aux corneilles qu'elle côtoie. Par exemple, Bob, c'est déjà arrivé qu'il vienne me voir, que je lui donne des cacahuètes, qu'il en veuille pas, alors qu'il était venu me voir. Et alors je sais pas ce qu'il faut en conclure, mais je choisis d'en conclure qu'il n'est pas forcément intéressé par la nourriture en réalité. En 2019, Marilyn reçoit un message sur Twitter d'un journaliste, Geoffrey Le Guilcher, qui voudrait écrire sur les corneilles à Paris. Ils se rencontrent et le journaliste propose à Marilyn d'écrire une enquête sur ces oiseaux à travers son personnage à elle. Marilyn accepte et le 8 février 2023, avec la sortie de La Femme Corneille, elle devient l'héroïne d'une bande dessinée. Moi, je me rends compte uniquement quand je me présente en rapport avec la BD et que je dis moi je suis l'héroïne de la BD. Et c'est vrai que ça me fait bizarre à ce moment-là. Mais pour moi, c'était plutôt le fait de montrer les corneilles. Par exemple, il y a une partie de mon enfance qui est décrite dans la bande dessinée. Et c'est vrai que quand j'en parlais avec Geoffrey, je me disais toujours, mais ça va intéresser qui ? Et il me disait, mais non, mais c'est super important pour que les gens comprennent qui tu es, pour entrer dans ton personnage, etc. Donc j'étais là, bon, ok, mais parce que j'avais pas l'impression d'avoir une enfance particulièrement intéressante, quoi. Non, j'ai un peu du mal à me rendre compte, en fait. Est-ce que cette rencontre avec les corneilles, ça a changé quelque chose chez vous ? Oui, c'est vrai que c'est des oiseaux très énergiques, qui se posent pas 100 millions de questions, en fait. Souvent, je me dis,
C'est pas exactement que ferait Bob dans ma situation, mais c'est quasiment ça en fait. Je dirais pas que les corneilles sont un exemple moral pour moi, mais c'est un peu ça. C'est des oiseaux qui n'ont pas de problème dans leur tête, quoi, on va dire. Ambre, quand on entend Marie-Lane, on se dit que ces oiseaux, ces corneilles, sont très intelligentes, plus que ce qu'on pourrait croire. Oui, exactement. Marie-Lane m'a expliqué qu'en se renseignant sur les corneilles, elle avait regardé plusieurs vidéos, notamment une de la BBC dans laquelle on voit un journaliste scientifique observer une corneille sur laquelle on fait un test un peu compliqué. Elle doit réussir à récupérer de la nourriture en déplaçant plusieurs cailloux qui sont eux-mêmes enfermés dans des boîtes. C'est le test le plus complexe de l'intelligence animale et sur la vidéo, on voit la corneille y arriver sans problème. Marie-Lane m'a dit que les corneilles avaient surpassé les grands singes dans plusieurs tests et que de nombreux scientifiques les considéraient même comme les animaux les plus intelligents après les êtres humains. Et la bande dessinée dont Marie-Lane est devenue l'héroïne, elle est comment ? Est-ce qu'elle t'a plu ? Oui, elle m'a beaucoup plu, déjà parce que les dessins sont très beaux et surtout, on en apprend autant sur Marie-Lane et comment elle s'est passionnée pour les corneilles que sur les corneilles elles-mêmes, qui sont des oiseaux fascinants, qu'on croise quasiment tous les jours, mais dont on sait finalement très peu de choses. Merci Ambre Rosala et merci à Pauline Darvé de l'édition de Paris du Parisien pour son aide. La bande dessinée La Femme Corneille est sortie en février aux éditions Futuropolis, BD signée Geoffrey Le Guilcher et Camille Royer. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux, Thibault Lambert et Emma Jacob. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Vous pouvez nous suivre sur Twitter @codesource ou nous écrire directement codesource@leparisien.fr.